Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Printemps des territoires et nous sommes ensemble durant 45 minutes pour parler des investissements publics en faveur de la transition écologique. Je suis donc Géraldine Lance Perrin, journaliste et animatrice de cet atelier. Avant de démarrer cet atelier, donc n'hésitez pas à brancher bien votre casque sur le canal 4 pour nous écouter. Et puis un temps de questions-réponses aura lieu avec mes invités. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Ils se feront un plaisir d'y répondre. Aujourd'hui, je suis accompagnée donc à ma droite par Hélène Nolin. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes la deuxième adjointe à la prospective et à la résilience et à la petite enfance de la ville de Nantes. Puis plus loin, donc François Thomazeau, qui est chef de projet senior au sein de I4C, l'Institut de l'économie pour le climat. Bonjour François. Bonjour. Et puis Gilles Vauquelin, directeur de la transformation écologique au sein de la Banque des territoires. Merci, bonjour Gilles. Bonjour. Merci donc à tous les trois d'être là aujourd'hui pour parler de cette question qui est très importante. D'ici 2030, une réglementation européenne prévoit une réduction de 55% de nos gaz à effet de serre. Et pour y parvenir, eh bien, les collectivités locales vont devoir réaliser de lourds investissements. Quel rôle les collectivités locales ont-elles dans le financement écologique et énergétique dans la transition environnementale? Comment peuvent-elles y arriver? Et sur quels enjeux vont-elles devoir travailler pour participer au financement? Quelles solutions financières ou pas d'ailleurs, parce que les solutions ne sont pas toujours que financières pour tendre vers la neutralité carbone. Je m'adresse à vous d'abord, François Thomazeau. Après avoir travaillé pendant plus de 10 ans dans l'administration française, vous avez rejoint le think tank I4C, qui travaille sur tous les enjeux économiques, budgétaires et financiers liés au changement climatique. Et votre rôle consiste à définir les investissements des collectivités locales en faveur du climat. C'est inéluctable. On le sait tous, il faut engager des dépenses, tout acteur confondu, public ou privé, de 100 milliards d'euros supplémentaires pour réduire l'impact carbone. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment y aller, vers quelle voie s'engager pour financer cette transition verte dans le secteur public local. Justement, François Thomazeau, quels sont les types d'investissements qui découlent de la stratégie française bas carbone? Bonjour à tous. Donc, effectivement, l'institut pour lequel je travaille, I4C, donc pour Institute for Climate Economics, c'est l'origine de cet acronyme. En français, Institut de l'économie pour le climat, documente les enjeux économiques et financiers du changement climatique à toutes les échelles, pour tous les types d'acteurs. Et donc, on a une équipe spécialisée sur les collectivités territoriales. Et on cherche justement à évaluer quel est leur rôle, combien elles devraient dépenser si on voulait faire tout ce qu'il faut, en tout cas tout ce qu'on a écrit qu'on ferait, notamment dans les stratégies nationales. Alors, les finances locales ont commencé déjà et vont continuer à être très fortement impactées par la transition environnementale. Je vais en 2 mots dire qu'il y a 3 cercles concentriques de connaissances sur ce qui nous attend. Un premier cercle concentrique qui commence à être bien documenté, qui sont les investissements à conduire en direct par les collectivités pour les secteurs clés de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, donc rénover les bâtiments publics, aménager des infrastructures de transport en commun, des infrastructures cyclables, des infrastructures énergétiques type réseau de chaleur. Tout ça, on le résume dans un chiffre qui dit que les collectivités doivent doubler leurs investissements. En 2020, on disait qu'elles investissaient à peu près 6,5 milliards d'euros, il fallait passer à 12. Ça, c'est le premier cercle. Et puis après, juste pour les mentionner, parce que c'est important, il y a 2 autres cercles qui commencent à être connus ou qui devraient l'être. Le premier, c'est toutes les dépenses liées aux enjeux d'adaptation aux impacts du changement climatique. C'est-à-dire que le climat s'est déjà réchauffé, continuera à se réchauffer quoi qu'on fasse. Et sur les sujets d'aménagement, d'eau, il y a là des dépenses supplémentaires qu'il faut évaluer. Et il y a le troisième cercle concentrique qui est l'accompagnement des acteurs d'un territoire. On sait bien qu'une large part de ces investissements repose sur les entreprises et sur les ménages, notamment par exemple pour la rénovation des logements. Et les collectivités ont commencé à s'engager dans le soutien de ceux qui n'avaient pas les moyens de le faire par eux-mêmes, aux côtés de l'État. Mais là, il y a une équation irrésolue, il faudra probablement aller plus loin.
Donc, vous nous avez présenté ces différents cercles d'investissement, François. Ça a un coût très élevé, on s'en doute bien. Et à ce sujet, vous avez publié une étude récemment, en novembre dernier, avec La Poste sur les leviers de financement. Quels sont-ils et comment les collectivités locales financent ces investissements, justement? Alors, la première chose à dire, c'est que les actions pour le climat ne se financent pas différemment du reste de ce qu'on finance dans une collectivité. On a tendance à dire tout est vert, hein, fiscalité verte, dette verte, etc. On en reparlera tout à l'heure. Mais globalement, quand on est décideur dans une collectivité, Madame l'adjointe le dira peut-être tout à l'heure, on a un équilibre général à respecter et le climat fait partie des sujets parmi lesquels on doit trancher, aux côtés d'autres sujets très importants politiquement. Et donc, on finance les investissements climat comme on finance les investissements tout court. Donc, pour ça, l'étude que l'on a conduite et que vous mentionnez, qu'on a travaillé avec la direction des études de la Banque postale, elle documente la façon dont les finances locales pourraient gravir le mur d'investissement dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour cela, on a fait bouger 4 leviers possibles. Le premier, alors je les trie pas par ordre d'importance, hein, c'est vraiment comme ils me viennent à l'esprit. Le premier qui vient souvent à l'esprit des élus locaux, parce que c'est le premier auquel on réfléchit, c'est celui de la redirection. C'est-à-dire, on appelait redirection, on pourrait appeler ça les arbitrages. C'est-à-dire que pour faire plus de climat, on doit faire moins d'autres choses. Et moins d'autres choses, dans une collectivité, ça veut dire quoi? Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure autour des budgets verts, mais c'est une question qui est ouverte. Deuxième levier, on en parle dans le débat national, c'est les financements d'État. Souvent, on a tendance à réduire le débat sur les finances locales uniquement à ce sujet. C'est-à-dire, est-ce que l'État doit mettre plus de sa poche? Sur quels instruments? Le fonds vert, pas le fonds vert, la DGF, est-ce qu'elle va baisser? Est-ce qu'elle va augmenter? Pourquoi faire? Etc. Et puis, il y en a deux autres qui sont très importants. Il y a celui dont on va parler tout à l'heure avec la Banque des territoires, qui est la dette. Oui. Puisqu'évidemment, dans une collectivité, on a le droit de s'endetter pour investir, et uniquement pour investir. Et donc, il y a un sujet très important de savoir quelle est la capacité d'endettement des collectivités, et quand elles ont la capacité, quelle est aussi leur volonté d'endettement. Parce qu'on s'aperçoit que là aussi, il y a des discours, des représentations et des stratégies différentes. Et le dernier, c'est un grand paquet qu'on a appelé ressources propres, un peu fourre-tout, qui sont les leviers de ressources dont disposent quand même les collectivités, malgré le fait qu'on leur a amputé pas mal d'impôts ces dernières années, pour agir. Donc on a mis là-dedans des options fiscales, tarifaires, de cession d'actifs, de prélèvements sur la trésorerie, pour essayer de montrer que quand même, sans parler des trois autres, les collectivités continuaient à avoir des leviers. Et la conclusion de tout ça, c'est que, étant donné la hauteur du mur dont on parle, c'est probablement une mobilisation des quatre qui permettra de relever le défi de la transition. Alors, on va voir avec Hélène Dolin quel levier d'action Nantes, la ville de Nantes et Nantes Métropole ont choisi. Depuis 2023, donc, la ville de Nantes et Nantes Métropole orientent le budget vers la transition écologique, vers la reconquête de la biodiversité. Et pourquoi, justement, vous vous êtes lancé dans cette démarche de budget dit vert, entre guillemets, Hélène Dolin? Alors, pourquoi on s'est lancé dans la démarche? Déjà, le défi climatique, ça a été rappelé, il est majeur, il est devant nous, très près de nous. Et donc, il y a une urgence à agir. Il y a différents leviers à activer. Et le budget vert, que nous, on appelle budget de la transition écologique, c'est un outil qui nous permet d'analyser l'ensemble des dépenses de la ville et de la métropole par le prisme de la transition écologique autour d'un référentiel qu'on s'est constitué à l'échelle de la ville et de la métropole qu'on appelle le pentagone de la transition écologique, où on a différents pans, celui du climat avec l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, l'autre pan qui est celui de la préservation des ressources naturelles, un troisième sur la reconquête de la biodiversité, un quatrième sur l'environnement favorable à la santé, et puis enfin le dernier sur l'alimentation et l'agriculture sûre, saine et durable. Et donc, notre budget de transition écologique, on regarde l'ensemble de nos dépenses pour vérifier, savoir dans un exercice de transparence où on en est de
nos orientations budgétaires et de nos arbitrages, comme Monsieur Tomaso le disait, sur ce qui est dirigé vers la transition écologique. Donc pour ça, on s'appuie sur la méthode qui a été développée par l'Institut I4C et donc sur le volet atténuation. Depuis 2023, puisque l'année dernière, on a pu regarder nos dépenses en fonctionnement et en investissement sur le volet atténuation au changement climatique. Et puis en 2024, on a étendu la méthodologie pour aller sur l'analyse en investissement sur le volet atténuation et sur le volet préservation des ressources naturelles. Pour vous donner un ordre de grandeur, le budget de Nantes Métropole 2024, c'est 1,6 milliard d'euros. Je vous passe les virgules et le détail. Et c'est 600 millions d'investissements. Sur cette part d'investissement, on en a une part qui est très favorable au climat et je vais y revenir, mais très favorable ou favorable sous condition, puisque la méthode I4C catégorise finalement nos dépenses, celles qui sont très favorables au climat, favorables sous condition, qui sont neutres au niveau de l'impact et sinon celles qui sont défavorables ou encore indéfinies parce que le travail de caractérisation des dépenses peut être assez complexe sur certaines dépenses. On n'est pas sur de la rénovation énergétique, c'est assez intuitif. Sur d'autres formes de dépenses, ça l'est pour le moment un peu moins. Pour la ville de Nantes, le budget 2024, on est à 630 millions d'euros avec 126 millions d'euros consacrés à l'investissement. Alors sur ces deux budgets, le très favorable et favorable sous condition pour la métropole, on est à 45% de notre budget en investissement qui est très favorable sous condition au climat. Et puis pour la ville, c'est 20% de notre budget en investissement qui l'est. C'est une méthode qui permet aussi, dans les équipes et les services de la ville et de la métropole, de s'approprier les enjeux de transition écologique autour de chacun des projets et puis dans une vision macro aussi de nos dépenses pour pouvoir travailler des propositions plus enclines finalement à engager la bifurcation et la bifurcation écologique qui est nécessaire. Je vous donne un exemple, par exemple sur un projet très précis sur la construction de nouvelles écoles en 2024 ou leur rénovation. Ça a représenté 15 écoles. C'est 30% à peu près du budget en investissement dans 2024. On est à 36 millions d'euros. Et bien là, sur le volet atténuation, on va être à 48% de nos dépenses qui sont très favorables ou favorables à l'atténuation au changement climatique. On en a 18% qui sont défavorables. On en a 29 qui sont neutres et 4 qui sont indéfinis. Sur le volet adaptation, 74% de ces dépenses sont très favorables ou favorables. On en a 8% défavorables, 9% neutres et 9% qui sont également indéfinis. Et sur la préservation des ressources naturelles, vous l'imaginez bien, quand on vient construire ou rénover, ça peut impacter de fait la préservation des ressources. On est quand même à 25% de très favorables et favorables sous condition. Et puis là, on a surtout un grand volume de neutres, de dépenses neutres, qui s'élève à 46% sur ce volet. Et donc l'idée, c'est de pouvoir repérer d'une année sur l'autre, sans pouvoir les comparer, puisque d'une année sur l'autre, on ne finance pas forcément les mêmes projets, mais où on en est de nos dépenses, est-ce que ça concourt à la transition écologique ou pas, et de pouvoir s'en servir comme d'un outil d'aide à la décision pour pouvoir réorienter nos dépenses et poser des arbitrages qui nous permettent de répondre aux défis climatiques. Qui sont nombreux. Alors, parmi les acteurs pour financer cette transition écologique, eh bien, figure la Banque des Territoires. Gilles Vauquelin, quel est votre rôle justement en tant qu'acteur financier dans cette transition écologique ? Eh bien, notre rôle est très important et croissant en fait au fil du temps, puisque ces dernières années, on a quand même accentué en fait la part des financements qui sont consacrés au changement climatique et à son accompagnement financier.
Vous savez, notre rôle, c'est de financer les territoires. Donc, on s'adresse évidemment aux collectivités locales et évidemment aussi aux autres acteurs locaux, tels que les bailleurs sociaux, hein, qui sont aussi des clients très importants pour nous. Et en fait, on a décidé, à partir de 2024 et sur 5 ans, de consacrer au niveau du groupe Caisse des dépôts 100 milliards d'euros. Et sur les 100 milliards d'euros, la Banque des territoires va emporter 34 milliards dans les prévisions actuelles. En fait, je parle de prévisions parce que quand on regarde ce qu'on a fait déjà en 2023, on était déjà au-dessus de cette trajectoire, hein, puisqu'on a financé presque 10 milliards d'euros de financement vert d'ores et déjà. Alors, sur quoi ça porte, hein? Ça porte fondamentalement sur ce que disait tout à l'heure François, hein, c'est les projets notamment qui sont liés à la rénovation des bâtiments, qui est quand même un sujet majeur, hein, en termes de changement de transition. Il y a la question de la mobilité qui vient évidemment en numéro 2 aussi, avec beaucoup de financements très importants également. Et on est en train d'élargir aussi le champ, hein, dans notre plan stratégique, puisqu'on aborde les questions d'adaptation au changement climatique, du financement. Il y a eu un atelier tout à l'heure, hein, sur l'eau, mais donc on finance aussi toutes les questions environnementales, et notamment les gros investissements qui ont à faire sur ces sujets-là, l'économie circulaire, l'eau, etc. Donc voilà, on aborde vraiment tous les leviers en fait, de la transition dans les territoires. Et en fait, c'est important qu'on soit présent avec des moyens financiers importants, parce que je reprends ce que disait François tout à l'heure sur les changements d'échelle, hein, sur les financements des collectivités locales, on parle de x2. En fait, c'est peut-être même encore un petit peu plus, hein, c'est de 2 fois 2 fois 2 fois et demi, voire fois 3 selon les cas. Et en réalité, quand on compare ça à l'effort qui est à fournir par l'ensemble de l'économie pour faire cette transition, on voit bien que l'effort proportionnel des collectivités locales, finalement, il est peut-être plus important encore que la moyenne des autres acteurs. Donc, il y a un véritable effort d'accompagnement à faire pour effectivement franchir ces étapes de redistribution, de redirection des investissements au sein des collectivités locales, mais aussi d'accompagnement financier pour faire l'effort financier peut-être supplémentaire quand même qui sera nécessaire. On va y revenir peut-être dans le débat, mais il y a probablement aussi à augmenter quand même les volumétries aussi d'investissement sur les financements aussi au sens strict du terme. Donc nous, notre stratégie par rapport à ça, c'est d'agir sur 2 grands leviers. Sur lesquels de ces 2 leviers vous agissez, Gilles Vauquelin? Oui, alors en fait, l'analyse qu'on fait, hein, sur ces sujets-là, c'est que certes, il faut avoir des financements qui sont présents, qui sont performants, qui sont adaptés aux besoins d'amortissement des emprunteurs et des collectivités locales, mais il faut aussi être en amont, et ça a été notre stratégie depuis longtemps, hein, c'est d'ailleurs aider aussi à la génération de projets. Parce qu'une des clés, effectivement, aussi de la transition, c'est d'avoir des projets qui soient prêts à être financés et qui vont pouvoir se traduire concrètement ensuite en impact. Or, effectivement, on voit bien que, si je prends l'exemple de la rénovation que vous Oui. avez cité tout à l'heure, hein, qui est un sujet majeur, hein, puisque c'est probablement un tiers des investissements à faire, hein, sur le financement de la transition dans les collectivités locales. Donc c'est un sujet vraiment majeur. Eh bien, en fait, on voit que certes, on avait une dynamique il y a quelques années d'investissement sur la rénovation des bâtiments, mais qui était largement insuffisante par rapport à la trajectoire qu'il faut atteindre en 2030, voire 2050. Donc il faut arriver à augmenter la génération de projets et d'avoir de l'accompagnement. Et on sait qu'un problème majeur en France, peut-être par rapport à d'autres pays européens, c'est qu'on a une organisation territoriale, hein, qui est fondée sur la décentralisation et sur un nombre d'acteurs très important. Et donc, arriver à entraîner tout le monde en fait dans une logique d'évolution sur l'investissement vert, c'est pas simple quand on a énormément d'acteurs et qu'il faut accompagner tout le monde. Donc, il y a des mécanismes de mutualisation qui existent de plus en plus entre les collectivités locales. Oups, je suis en train de casser mon matériel. Le Pardon. matériel, ça ne va plus aller. Donc, je vous en prie. vous m'entendez toujours. On vous entend Je vais garder toujours. ça à la main. Merci beaucoup, François. Donc, il faut effectivement que les collectivités locales s'organisent aussi pour mutualiser probablement des approches. Mais il faut aussi qu'on arrive à accompagner plus massivement les nombres de projets. Donc on apporte de l'ingénierie, on apporte des programmes d'accompagnement. On a mis en place un programme sur les bâtiments scolaires que vous citiez tout à l'heure, Oui. qui s'appelle EduRénov, hein, qui est vraiment de l'ingénierie en plus, de l'accompagnement aussi en amont. Voilà. Et donc derrière tout ça, ça génère aussi un volume, on l'espère, de projets supplémentaires. Et on veut pouvoir aussi le financer aussi derrière, donc avec la dette, effectivement, l'emprunt.
Et on a aussi une approche qui est assez originale, hein, d'accompagnement aussi en fonds propres, notamment pour accompagner les démarches de contrats de performance énergétique qui sont du tiers financement. C'est-à-dire en fait, on s'associe à des partenaires privés pour pouvoir apporter aussi une réponse sur ces réponses privées qui permettent aussi de préfinancer pour le bon compte des collectivités locales, des travaux de rénovation, par exemple. Donc ça, c'est des pistes qui ont été ouvertes par la loi, hein, il y a à peu près 1 an, et qu'on essaie d'accompagner aussi avec nos financements. Voilà, grosso modo, les 3 grands leviers sur lesquels on agit fondamentalement. Et pour cela, vous avez de nombreux outils financiers qui permettent d'agir sur ces leviers. Alors oui, on essaye d'avoir, comme je disais tout à l'heure, des financements les plus performants possibles. Il faut savoir que sur tout ce qui est transition écologique, en fait, on a mis en place des prêts donc adossés au livret A, qui est notre ressource financière principale à la Banque des Territoires, qui sont performants puisqu'on est maintenant à des taux du livret A plus 40 points de base. Et on sait que dans la conjoncture actuelle de taux qui ont beaucoup augmenté, ce sont des produits qui sont performants. Deuxième avantage, ils sont longs. C'est-à-dire qu'en fait, on a des durées d'amortissement qui peuvent aller jusqu'à 40 ans, voire 60 ans, quand on parle de financement sur l'eau, par exemple, hein. Même plus loin encore sur le foncier, sur le portage foncier. Donc, on a vraiment une gamme de produits qui sont adaptés. Et moi, je pense qu'une des clés aussi du financement de la transition, c'est les durées d'amortissement, hein. C'est-à-dire que, certes, il va falloir avoir des taux qui soient performants, mais il faut aussi avoir des durées d'amortissement qui soient bien adaptées et avec des financements longs qui permettront aussi de porter sur la durée l'effort financier et ne pas mettre toutes ces zones dans le même panier à court terme. Ça, c'est un élément important, hein. Et autre élément que je voudrais apporter aussi au débat, c'est que clairement, tu l'as dit François, mais il y a des enjeux derrière, effectivement, de maîtrise de la dette publique. Il y a aussi des enjeux aussi d'évolution en fait, des ressources des collectivités locales sur leur fiscalité ou sur leurs revenus. Et on voit bien qu'on ne peut pas demander aux collectivités locales d'augmenter brutalement leur fiscalité ou d'augmenter brutalement le prix des redevances sur l'eau. Voilà, il y a quand même des enjeux aussi sociaux derrière et des enjeux aussi d'équilibre des finances publiques à respecter par ailleurs. Et donc, nous, on pense que s'endetter sur la durée longue, ça permet aussi de lisser en fait l'effort financier d'augmentation des ressources qui va être nécessaire probablement pour les collectivités locales. Donc voilà, vous empruntez maintenant parce qu'il y a besoin de le faire maintenant. Et on voit qu'avec l'adaptation au changement climatique, c'est de plus en plus important d'anticiper, parce Oui. que plus on retarde sur l'adaptation au changement climatique, plus on prend des risques sur les investissements qu'on fait aujourd'hui, qu'on va amortir sur 15, 20, 25 ans. S'ils ne sont pas bien conçus et résilients, on va peut-être avoir besoin de les refinancer plus tôt. Donc il faut dès maintenant intégrer l'adaptation au changement climatique. Et donc il faut faire face au mur d'investissement maintenant. Et pour le faire, si on fait des investissements qui sont aussi bien adaptés en durée, ça permet d'anticiper sur le lissage en fait, d'augmentation de ressources qu'il va falloir étaler sur la durée longue. Voilà, grosso modo. Il y a un autre dilemme aussi, François Thomazeau, auquel vont devoir répondre les collectivités, parce que outre la question, outre le climat, il y a la question environnementale. Si, par exemple, il y a des redevances sur l'eau ou les déchets, le coût de ces services va devoir augmenter. Mais comment répondre à ces dilemmes? Effectivement, de toute façon, tout est dilemme quand il s'agit de choix budgétaires. Oui. N'importe quelle personne dans la salle qui a participé à la vie d'une collectivité sait à quel point on met tout en balance. En l'occurrence, je ne sais pas si je réponds très directement à la question sur les redevances, mais le dilemme actuel principal qu'on voit se dessiner, c'est celui de, on va dire, augmenter les investissements pour le climat versus contribution au redressement des comptes publics, à la diminution des déficits. Bon, c'est un débat qui a lieu à l'échelle nationale, qui va très certainement redescendre à l'échelle locale dans les mois qui viennent, parce que le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures associant les collectivités justement à la réduction des déficits, dont on ne connaît pas bien les contours. Ce qui serait vraiment catastrophique, ce serait d'avoir une dynamique négative de l'investissement local dans les années à venir. C'est-à-dire que, comme je le disais, il y a un enjeu qualitatif où il faut faire plus de climat parmi les investissements que les collectivités font aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu des choix qui sont conduits à l'échelle locale et qui sont d'abord avant tout un enjeu de débat démocratique. Mais il y a aussi un enjeu quantitatif, c'est-à-dire qu'il faut avoir une dynamique de l'investissement local qui soit forte, sans quoi le climat va trinquer, une fois de plus. Donc vraiment, moi, c'est un débat que je surveille avec beaucoup d'attention.
Juste un mot sur la dette, puisqu'il y a certainement des gens des collectivités ici, et Gilles a commencé à en dire quelque chose. Une anecdote, hier, je me promenais sur Twitter, on y passe toujours trop de temps, et j'ai assisté à une discussion, je ne sais pas si on peut discuter sur Twitter, c'est rarement très aimable, mais une discussion entre le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, et un des maires de la métropole. Et Bruno Bernard faisait à l'origine un tweet vantant sa stratégie de désendettement. Donc on voyait une belle courbe de la dette de la métropole de Lyon qui descendait vers le bas. Et un maire, étiqueté plutôt à droite, je pense, disait ça y est, la métropole de Lyon se vante de se désendetter et donc de faire de la décroissance. Alors même que dans plein d'autres collectivités de droite, on fait la même chose. C'est-à-dire on dit regardez, je suis bon gestionnaire, je me désendette. Et donc ça, c'est très révélateur de ce discours sur la dette qu'il faudrait réussir à déconstruire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise dette, il y a des bons et des mauvais projets. Et Oui. un bon projet qui prépare l'avenir, comme le sont les projets pour la transition, quand ils sont financés par la dette, justifie un accroissement de l'endettement. Et donc là, c'est vraiment une bataille que chacun d'entre vous peut mener dans sa collectivité, dans son environnement. Donc voilà, il faut s'endetter, mais si ce sont pour des bons projets d'investissement pour le Exactement. futur. Parce que de toute façon, si les collectivités n'investissent pas, dans 10 ans, ça leur coûtera finalement beaucoup plus cher. Exactement, faites la symétrie avec vous, avec votre maison. Si votre but, c'est pas d'avoir dette zéro, c'est d'avoir une maison qui soit confortable et si possible qui soit performante énergétiquement, parce que sinon vous avez froid et ça vous coûte très cher. Donc vous endetter pour faire vos propres travaux, c'est de la bonne dette, parce que vous pourrez d'ailleurs en partie la rembourser par les économies d'énergie, et surtout parce que sinon, de toute façon, vous le ferez dans quelques années. Voilà. Donc il faut y aller sur la transition. Partagez ce point de vue, Gilles, et puis après je donnerai la parole à Hélène. Non, je ne vais pas en faire non plus trop sur la dette, puisque effectivement, nous sommes un financeur. Donc, évidemment, on est convaincus par ce que tu viens de dire, François, sur le fond. Non, simplement, je reviens un peu à ce que tu disais aussi sur les différents leviers et la façon dont ils risquent. Tu disais, de toute façon, il faudra que tous les leviers soient activés. C'est très juste. Mais après, on peut faire un petit peu d'anticipation et de voir ce qui va se passer. Regardons ce qui se passe déjà sur la partie financement en subvention de l'État. On voit bien que les arbitrages budgétaires en cours nous montrent bien qu'on arrive à un plafond. Pardon, excuse-moi, décidément. Non, c'est bon. Un plafond. C'est-à-dire qu'on est plutôt en train de se rendre compte que peut-être que l'année 2023 aurait été un pic, ou en tout cas le plafond qui sera difficile à dépasser sur l'effort budgétaire en faveur du financement local et de la transition. Donc ça, c'est quand même un élément qu'il faut intégrer. Effectivement, il y a tout le travail de redirection qui me paraît super important, qui est vraiment fondamental. Mais on le voit bien aussi, alors je pense que Mme Nolan pourra réagir là-dessus, mais combien de temps ça prendra finalement, effectivement, à l'échelle nationale pour que ce travail soit fait dans toutes les collectivités locales et qu'on arrive à en sentir un impact macro, on va dire. Ça, c'est quand même une question qui est posée. Et puis, je l'évoquais un petit peu dans mon propos précédent, c'est aussi sur l'autofinancement des collectivités locales et les ressources dont elles disposent. Là aussi, il y a quand même des limites. On connaît le débat sur la fiscalité locale aussi aujourd'hui. Donc voilà, les marges de manœuvre ne sont pas non plus excessives et vont devoir être manipulées avec prudence. Donc moi, il me semble que effectivement, je vois pas d'autre point que d'accepter dans des proportions évidemment maîtrisées, mais de faire un effort sur la dette et de pouvoir agir sur les leviers progressivement ensuite dans la durée. Et c'est ça, me semble-t-il, quand même une des clés de ce qui va se passer. Sinon, si on ne le fait pas, effectivement, on va constater qu'on ne sera pas dans le bon timing, dans le bon tempo. Alors ça veut dire une clarification effectivement sur le débat entre l'État et la collectivité locale sur le taux d'endettement des collectivités locales. Ça, c'est un débat qui n'est pas tranché aujourd'hui dans le débat public français. Et ça, c'est un sujet de fond qui est important. Il faut qu'il soit tranché, me semble-t-il, à un moment donné. C'est assez important. Mais voilà, je crois vraiment, enfin, notre conviction, c'est vraiment qu'il faut aller dans cette direction. Et nous, on ne cherche pas à pousser les collectivités locales à s'endetter pour s'endetter. Oui, voilà, on est là pour vraiment faire les bons projets, les financer sur la bonne durée et ensuite faire en sorte effectivement que nos clients soient satisfaits aussi de l'équilibre qu'ils vont trouver et des gains d'économie d'énergie éventuellement ou des gains de coûts futurs qu'ils vont économiser à travers l'investissement actuellement.
Hélène Nolin, on comprend donc le choix que la ville de Nantes et Nantes Métropole a effectué justement pour cette transition écologique. Est-ce que déjà vous avez des résultats obtenus de ce budget vert ou pas? Alors, le budget vert en soi, il n'a pas de résultat, hormis ce que j'ai pu vous indiquer tout à D'accord. l'heure, de pouvoir regarder où se situent nos dépenses et si elles sont favorables finalement à la transition écologique. En revanche, des résultats, on peut en avoir à court terme. Ils sont peut-être pas forcément encore visibles pour certains. J'en citerai quand même des visibles sur la transition écologique, puisque on le sait, ce qui va être très favorable notamment au climat, à l'environnement, favorable à la santé, pour prendre ces éléments-là, mais même à la reconquête de la biodiversité, c'est de passer... Oups, moi aussi, Alors, je perds attendez, mes on va affaires. vous aider. Hop. Si, François. Merci beaucoup. Et l'oreillette. Hop. Merci beaucoup. Hop, Remettez voilà, votre je reviens. oreillette, et comme ça vous entendrez mieux. Oui, Hélène. merci. C'est de passer d'un îlot de chaleur à un îlot de fraîcheur. Alors, pour prendre deux exemples extrêmes, il y a deux manières d'apporter de la fraîcheur dans un Comment? site. Vous avez le très défavorable climat, une climatisation. Voilà, il n'y a pas de débat. Je pense que tout le monde sait à quel point ça rejette de la chaleur dans l'air extérieur Oui. et ça consomme de l'énergie. Donc, je pense que ce n'est pas la peine d'aller plus loin dans l'exploration de ça. En revanche, même s'il y a des sites où effectivement il peut être nécessaire, évidemment, notamment dans des centres de santé, par exemple, pour prendre que cet exemple-là. En revanche, ce qui va être très favorable au climat, c'est la réhabilitation thermique, c'est la rénovation énergétique et c'est les solutions qui sont fondées sur la nature. Donc passer d'un îlot de chaleur en ville à l'extérieur à un îlot de fraîcheur, ça va tenir, débitumer les sols, retrouver du sol naturel, planter des arbres et profiter de l'évapotranspiration des arbres pour apporter de la chaleur. Et ça, c'est tangible. C'est-à-dire que ça, quand on le fait, et on le fait à Nantes énormément, puisqu'on avait un engagement de mandat entre 2020 et 2026 pour viser 7 hectares débitumés. On a revu la copie à l'aune du défi climatique avec un objectif pour atteindre à la fin du mandat 14 hectares débitumés. Donc là, je ne parle que de la débitumation et pas de la végétalisation qui est une autre action qu'on mène en plus. Donc ça, c'est très concret. Quand on rénove, je parlais d'une école ou d'une crèche pour le sujet que je connais bien en tant qu'élu à la petite enfance, typiquement, un effet, vous rénovez un bâtiment de crèche, c'est moins de chaleur sur les périodes de forte chaleur. C'est du confort pour les enfants et les professionnels qui y travaillent, mais c'est aussi gage de conserver l'ouverture du lieu. Parce que quand on dépasse une certaine température, le site ferme, les parents doivent revenir chercher leurs enfants parce qu'on ne peut pas garder des enfants dans un bâtiment qui serait en surchauffe. Donc là, très concrètement, on agit aussi et ça, c'est quelque chose qui est tangible. Moi, je voudrais revenir un peu sur les sujets qu'on a pu évoquer aussi là sur l'endettement, le lien effectivement avec l'État. Je rejoins ce qui a pu être dit sur la nécessité d'en faire débat et d'avoir un arbitrage qui soit plus cohérent pour nous permettre d'être dans des stratégies de capacité d'endettement plus fort pour massifier nos investissements sur la transition écologique. Ça me paraît tout à fait essentiel parce que sinon en fait on est dans une espèce de double discours qui peut être piégeant où effectivement certains vont chercher à avoir des bons élèves et des mauvais, sauf que ça a été dit, on peut investir pour tout et n'importe quoi, mais surtout ce qu'il faut c'est plutôt investir pour pas n'importe quoi et pour la transition écologique. Et là, les investissements se justifient. Et puis, on a un enjeu aussi de justice sociale. Et la transition écologique, ça va avec la justice sociale. Et c'est comment aussi, quand on agit sur la fiscalité ou la tarification, et c'est ce qu'on fait à Nantes à travers la tarification solidaire et sociale, on s'inscrit dans des stratégies où celles et ceux qui ont des moyens plus contraints contribuent à leur niveau finalement et moins que celles et ceux qui ont plus de moyens. C'est une question aussi de solidarité collective. Et puis, si l'État nous demande de faire des économies, faisons en sorte que ce ne soit pas sur la transition écologique, puisque là, ça résonnerait comme un véritable désinvestissement qui n'est pas du tout à la hauteur de ce dont on a besoin pour répondre à nos défis climat et au-delà pour la biodiversité et la protection de la santé des populations.
Merci Hélène Lolin. On va maintenant passer aux questions du public. Justement, un micro va passer dans la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser à Hélène Nolin, à François Tobazo ou Gilles Vauquelin? N'hésitez pas. Monsieur qui est juste devant, justement, a une question à poser. Bonjour monsieur. Bonjour, donc Philippe Justran, je suis le directeur régional de la Banque des Territoires pour Pays-de-la-Loire. Juste un petit commentaire, c'est surtout une illustration sur le côté très vertueux aussi de la dette. Et je vais prendre un exemple, puisque Hélène Nolin a cité les écoles. La Banque des Territoires a financé la rénovation énergétique d'une école qui s'appelle l'école Lucie Aubrac, qui est en quartier politique de la ville, d'ailleurs, dont un sujet de solidarité. Et outre la renaturation de l'école, avec la préservation de la température, l'opération de rénovation énergétique a permis de gagner, en termes d'économie d'énergie sur la facture énergétique, 80%. 80%. Donc c'est aussi des gains en termes de facture énergétique qu'il faut comprendre. Il y a bien entendu des gains pour les professeurs, pour les élèves, mais tout de suite, l'effet immédiat, c'est la réduction de la facture énergétique. Donc c'est très vertueux aussi pour les collectivités locales. Est-ce que là-dessus aussi, vous vouliez réagir sur plutôt les vertus du coup des investissements financiers en faveur de la transition écologique? Oui, pardon, sur les vertus, peut-être pas, parce que je pense qu'on en parle depuis tout à l'heure, donc je vais quand même peut-être essayer de prendre le contre-pied Sur les limites? sur les limites. Non pas pour contredire l'exemple apporté par Monsieur Justran, mais plus pour dire ce qu'on a constaté dans nos travaux. Quelles sont les limites à l'endettement? Les limites à l'endettement des collectivités, à ce jour, résident. Donc l'argent est disponible. Hein, il y a des acteurs qui sont positionnés pour prêter de l'argent aux collectivités. Donc ça n'a pas été tout le temps le cas par le passé. Donc c'est important de dire qu'en ce moment, c'est possible. Donc les limites, elles reposent principalement sur la situation financière des collectivités et le niveau de risque qu'elles sont prêtes à prendre. Quand on regarde la situation au global, on a l'impression que ça va. Les collectivités peuvent vraiment s'endetter plus. La situation est plus contrastée quand on regarde dans le détail. Et en particulier pour les conseils régionaux, par exemple, c'est beaucoup moins vrai. Or, les conseils régionaux, je ne sais pas s'il y a des représentants de conseils régionaux ici, ont des investissements très lourds à conduire, par exemple dans le domaine du ferroviaire. Donc, on a une équation du financement du ferroviaire qui est un sujet à part, mais qui est compliqué. Et quand on regarde après entre les collectivités, c'est évidemment pas vrai partout. Et c'est là qu'il va falloir qu'on soit un peu plus fin dans l'avenir, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, et notamment dans les grandes collectivités ou des collectivités qui ont consenti des investissements très importants par le passé, où il va falloir qu'on trouve des solutions de financement autres, parce qu'on ne va pas considérer que parce qu'une collectivité est déjà au taquet, celle-là ne va pas engager ses investissements de mobilité, de rénovation, etc. Mais ça, c'est vraiment quelque chose une question de maille à laquelle on n'est pas pour l'instant. Allez-y, Gilles, si vous je pense qu'il y et après on va poser d'autres questions. Parce que, dans l'équation des coûts effectivement liés à la transition, il y a la question que j'ai un petit peu évoquée tout à l'heure de la mutualisation. Quand vous regardez l'exemple de la rénovation, par exemple, l'ingénierie aujourd'hui, elle est financée souvent par mutualisation au niveau des EPCI pour pouvoir effectivement mutualiser des moyens humains qui vont accompagner l'effort de préparation des projets. Nous, dans nos programmes, on essaye aussi, et dans nos financements, on essaye aussi de favoriser cette mutualisation. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, quand c'est adapté, on puisse faire de l'ingénierie à la bonne échelle quand chaque collectivité locale n'a pas les moyens, les ressources, les compétences pour pouvoir le faire toute seule. C'est vrai qu'aujourd'hui, la transition elle est plus portée par les grandes villes, les grandes agglomérations, et plus on va descendre en taille, plus ça ne va pas forcément être aussi facile. Donc on voit bien qu'il y a un problème de pénétration de la transition dans les territoires et de son financement, et qu'il va falloir qu'on trouve quand même des échelles au niveau de l'ingénierie dans la préparation des projets et dans les financements qui soient parfois aussi adaptés pour qu'on puisse
aller un peu plus vite et surtout apporter des compétences aux gens qui aujourd'hui n'en ont pas et vont en avoir besoin absolument. Puisque ça a été dit aussi par I4C dans vos études, hein, mais il y a aussi un coût d'ingénierie qui est au-delà du coût de travaux, qui est important et qui est absolument indispensable si on veut réussir la transformation écologique. Si Hélène, je peux avoir un complément aussi, tous les territoires ne sont pas logés à la même enseigne en matière de marche à gravir pour atteindre les enjeux de transition écologique. Si vous êtes dans une ville plus exposée à la chaleur ou plus exposée aux intempéries, pluies extrêmement fortes, avec une typologie de sol, etc., qui va présenter plus de problématiques en termes d'inondation, vous allez avoir, pour pallier à ça, en termes d'adaptation, un nombre d'investissements qui vont être plus élevés à faire. En plus, on est dans un contexte, ça n'aura échappé à personne, d'inflation, où les coûts des matériaux se sont quand même pas mal envolés et où, de fait, de toute façon, ça coûte plus cher. Mais pas que parce que c'est de la transition écologique, ça coûte plus cher déjà tout court de faire un projet. En revanche, quand on le fait avec l'approche de la transition écologique, c'est clairement des économies pour plus tard, ça a été dit, sur ce qu'on économise en matière d'énergie et donc ce qu'on va économiser aussi en termes de production d'énergie à l'autre bout. Et puis, c'est surtout une sécurité environnementale et de santé pour les populations dans les années qui viennent. Merci pour ce complément de réponse, Hélène Nolin. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à nos invités? N'hésitez pas à lever la main, où tout a été très clair. En tout cas, voilà, il faut engager des investissements pour cette transition écologique. Pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été mes invités. On retiendra donc que acteurs publics ou privés doivent engager des investissements afin d'atteindre cette neutralité carbone d'ici 2050. Et pour y parvenir, la Banque des territoires est un acteur incontournable de cette transition puisqu'elle accompagne financièrement ces collectivités et que l'endettement est bon si tout dépend des projets derrière et des investissements. Sont faits derrière. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci beaucoup.